Il est de plus en plus facile d'acheter des ETF, que ce soit sur un compte titre, un PEA, une assurance vie, mais cependant, avant d'investir sur quelque chose, encore faut-il comprendre comment fonctionne ce quelque chose. En effet, on vous dit toujours qu'un ETF est un panier d'actions, donc si vous investissez sur le SP500, vous allez avoir l'émetteur de l'ETF qui va investir sur les 500 entreprises formant le SP500, et donc mécaniquement, vous allez avoir un ETF qui suit les performances de ces 500 entreprises. Et donc vous allez avoir les performances sans avoir à vous prendre la tête à acheter 500 actions différentes. Mais attention, il y a une subtilité, saviez-vous que bien souvent, l'émetteur de l'ETF ne possède même pas les actions de l'indice qui vous permet de suivre. C'est là qu'intervient la première notion fondamentale qu'on va voir aujourd'hui, la notion de réplication. Quand vous achetez un ETF qui réplique un indice, il peut répliquer cet indice de deux manières, physiquement et synthétiquement. Quand on parle de réplication physique, l'émetteur de l'ETF achète directement les actions de l'entreprise. Donc par exemple, si on investit sur le SP500 et Apple représente 7% du SP500, alors l'émetteur achètera 7% d'actions Apple. Ça apporte une vraie transparence au niveau de la composition de l'ETF, on sait ce qu'il y a dedans, mais par contre pour l'émetteur, ça va poser un petit problème, il va devoir en permanence faire des achats et reventes d'actions pour toujours en fait rééquilibrer. Si Apple était à 7% et passe à 8%, il doit se débrouiller pour équilibrer son panier d'actions. De l'autre côté, on va avoir la réplication synthétique. Ici, pas d'achat direct d'actions, on va passer par des contrats dérivés qu'on appelle swap. Donc on va passer par un intermédiaire qui sera une banque ou une autre institut financière pour nous fournir un contrat swap. Et un contrat swap, comment ça marche? Et ben on va avoir l'émetteur de l'ETF qui va donner à la banque par exemple 100 euros d'actifs et en contrepartie, la banque s'engage à lui verser la performance de l'indice qu'il veut le suivre. Du coup ici, avec 100 euros d'actifs, si l'indice prend 5%, la banque reversera 5 euros. Mais attention, du coup, ce contrat peut poser problème, parce que d'un côté, si on a l'émetteur d'ETF qui se porte bien financièrement, mais par contre, de l'autre côté, la banque fait faillite, alors où sont les actifs? Ils ont disparu? En général, non, parce qu'il y a beaucoup de garanties de dépôt, mais ça peut toujours arriver. Mais vous allez me dire, pourquoi toute cette complexité? Pourquoi pas acheter les actions directement? Après tout, on peut tout acheter. Bah, en fait, non, pas si simplement quand on va aller sur du marché secondaire ou suivre des indices assez exotiques comme des matières premières. Par exemple, on veut un ETF qui suit les matières premières avec l'argent, l'or, le gaz et le blé, ça va être très difficile de tout mettre dans un coffre. C'est pour ça que les ETF synthétiques sont une bonne solution. Mais nous, ça va nous servir le plus, ça va être sur notre PEA, parce que comme vous savez, sur un PEA, on est obligé d'investir sur des ETF et des actions domiciliées en Europe. Or, si on arrive à avoir des ETF synthétiques qui répliquent le SP500 aux États-Unis, mais qui sont domiciliés en Europe, alors il est possible d'investir sur son PEA avec cet ETF SP500. Et pour faire ça, l'émetteur de l'ETF SP500 qui veut être domicilié en Europe, en fait, va mettre en garantie des actions européennes, par exemple Airbus ou Renault, rendant cet ETF éligible au PEA. En résumé, ce critère de réplication est important parce que d'un côté, on va avoir la réplication physique où on a une garantie que les titres sont bien possédés par l'émetteur de l'ETF, mais par contre, de l'autre côté, la réplication synthétique va nous permettre d'accéder à un plus large panel d'indices et aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, une réplication synthétique permet de ne pas avoir à acheter et revendre en permanence les actions. Du coup, on va avoir des frais de gestion qui sont sûrement plus faibles du côté de l'ETF synthétique. Ça va être à vous de décider si ces frais en moins justifient le fait d'avoir des risques légèrement supérieurs. Du coup, comment savoir la réplication de n'importe quel ETF? Alors premièrement, si vous investissez à l'étranger hors Europe sur un PEA, vous êtes sûr que ça passera par des ETF synthétiques. Il n'y a pas le choix, c'est dans la loi. De l'autre côté, vous pouvez aussi regarder le nom. Des fois, vous allez avoir swap qui est marqué directement dans le nom, comme le iShares MSCI World Swap. Ou la dernière méthode, vous allez sur un site comme JustETF qui référence l'intégralité des ETF disponibles et vous allez voir directement la réplication qui est écrite noir sur blanc. De l'autre côté, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui compose un ETF synthétique, je vous montre le BNP Paribas S&P 500. Donc vous allez avoir une fiche qui référence en fait toutes les actions qui sont placées en garantie et vous allez voir qu'on va avoir du Airbus, on va avoir du Adidas, on va même avoir du AXA Group et même BNP Paribas qui donne ses actions en garantie de elle-même. C'est quand même fou. Maintenant que vous comprenez comment un ETF peut répliquer un indice, passons à un critère tout aussi crucial qui est marqué juste à côté d'ailleurs, la méthode de distribution. La méthode de distribution, elle va correspondre à la manière dont un ETF gère les dividendes. En effet, quand vous investissez en bourse et achetez une action dans une entreprise, vous êtes actionnaire et donc vous avez le droit de toucher des dividendes qui seront en fait une part des bénéfices que l'entreprise souhaite reverser aux actionnaires, ça une ou plusieurs fois par an. Et là, on va avoir deux types de distribution pour les ETF accumulatifs et les ETF distributifs. Pour la méthode accumulative, ce qui se passe, c'est que tous les dividendes sont investis automatiquement dans votre ETF. Quand n'importe quelle entreprise faisant partie de votre panier d'actions va reverser un dividende, le dividende va être automatiquement réinvesti dans l'ETF, ce qui va faire monter la valeur de votre part d'ETF. Et grâce à ça, on va avoir le vrai avantage des ETF accumulatifs, on va avoir des intérêts composés. Donc pour le long terme, c'est vraiment le top. Mais finalement, cet avantage, ça peut être aussi l'inconvénient, c'est que tout est investi directement, donc on n'a pas de revenus, on n'a rien qui tombe sur notre compte. Et c'est pour ça que de l'autre côté, on va avoir les ETF distributifs, où là, tout simplement, les dividendes seront reversés directement sur votre compte. Et le vrai avantage de cette méthode, c'est que vous allez avoir un revenu passif qui va tomber une ou plusieurs fois par an. Et l'idée, c'est que ce revenu passif, vous pouvez l'investir où vous voulez. Vous pouvez acheter des autres actions,
distribution, vous voulez réinvestir dans l'ETF si vous voulez, mais aussi vous pouvez sortir l'argent pour vous faire un resto par exemple. Et là, c'est vraiment l'avantage des ETF distribuants, c'est qu'on n'a pas besoin de vendre quelque chose pour toucher un revenu. Parce que si on a des ETF qu'on veut vendre, de 1, on coupe en soi la tête de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire ce qui nous génère de l'argent, on réduit en fait sa croissance, et de l'autre côté, en fait, on va avoir des frais de courtage parce qu'on va devoir vendre un ETF, donc frais de courtage derrière, donc on va perdre une partie de nos gains. Et côté inconvénient, c'est l'inverse de les avantages, c'est que si vous voulez réinvestir dans l'ETF, vous allez devoir le faire à la main, donc ça peut être un peu fastidieux. À noter qu'il va y avoir des spécificités en fonction des enveloppes sur lesquelles vous investissez. Sur un PEA, rien de particulier, tant que l'argent ne sort pas, on n'est pas imposé, on n'est pas taxé, donc que ce soit un ETF accumulatif ou distribuant, on n'aura pas de souci là-dessus tant qu'on ne sort pas. Par contre, sur un compte titre, c'est là qu'il faut faire attention parce que tous les ans, on doit déclarer aux impôts nos plus-values et nos dividendes. Donc si vous avez un ETF distribuant, vous allez devoir en fait lâcher une partie de vos gains tous les ans, une partie de vos dividendes à l'État français. Donc si vous investissez sur un compte titre et que le seul but de votre ETF c'est de réinvestir ses gains dans ce même ETF, pensez bien à prendre un ETF accumulatif, vous me remercierez plus tard avec les intérêts composés. Si vous investissez sur une assurance vie, comme sur le PEA, vous ne serez pas imposé tant que vous ne sortirez pas, donc là on n'a pas de souci. Par contre, vérifiez bien votre contrat, parce que les dividendes peuvent être soit réinvestis automatiquement dans l'ETF, soit réinvestis automatiquement sur un fonds euro. Donc c'est peut-être pas ce que vous voulez, donc faites bien attention, regardez votre contrat. En résumé, pour l'investissement long terme, les ETF accumulatifs vont surperformer les ETF distribuants parce que vous avez juste pas besoin de vous prendre la tête à réinvestir les dividendes tous les ans, et surtout vous n'avez pas besoin de déclarer aux impôts une partie de vos gains tous les ans si vous êtes sur un compte titre. Mais d'un autre côté, si vous souhaitez un revenu passif, les ETF distribuants peuvent être très sympas parce que notamment vous n'aurez pas les frais de courtage à la vente qui s'appliquent à chaque fois. Pour connaître la méthode de distribution, des fois vous le verrez directement marqué dans le nom, mais la méthode la plus simple selon moi, c'est toujours d'aller sur Just ETF et de regarder l'information sur la fiche. Une autre chose oubliée quand on parle d'ETF mais qui peut vraiment impacter vos gains, les frais. Les frais vont être un facteur crucial quand vous choisissez un ETF parce que même si vous allez suivre un indice, en fait, deux ETF qui suivent le même indice pourront avoir des performances différentes en fonction des frais. Tout d'abord, il y a les frais propres de l'ETF, donc on va avoir les frais de gestion qui sont appliqués par l'émetteur et l'idée c'est que n'importe quel émetteur va diluer ses frais tout au long de l'année dans le prix de votre part de l'ETF. Et tout l'idée c'est vu que c'est dilué tout au long de l'année, vous n'allez pas avoir une journée où votre portefeuille va descendre de 0,5% parce que les frais ont été appliqués annuellement. Mais pour moi, l'indicateur clé, ça va être le TER, donc ça va être non seulement les frais de gestion, mais aussi tous les frais opérationnels pour faire fonctionner l'ETF, donc tout ce qui est administratif, mais aussi tous les frais d'achat et revente d'actions. Et pourquoi c'est important de noter ça? C'est parce que certains sites, par exemple Boursorama, vont seulement vous montrer les frais de gestion, mais pas les frais en fait totaux. Et pour moi, l'important, c'est de prendre tout en compte pour pas avoir une mauvaise surprise lorsqu'on verra les vrais frais. La méthode pour avoir le TER est donc savoir combien votre ETF va vous coûter en pourcentage par an. Vous allez sur Just ETF, comme d'habitude, et vous lisez la fiche produit, ça va être tout en haut. Et d'un autre côté, on va avoir les frais de votre banque et votre courtier, donc ça peut être les frais de versement, ça peut être les frais de courtage, les frais de change, les frais de garde. Il va y avoir toute une panelle de frais et ces frais vont peut-être vous gratter 1,2%, 1,3%, mais à la longue, les frais vont totalement casser vos intérêts composés. Donc, pensez bien à regarder et choisir le bon courtier. Donc, en résumé, pour ces frais, les frais propres à l'ETF, les frais qui sont dus à l'émetteur de l'ETF, vous allez sur Just ETF qui vous référence absolument tout. Et de l'autre côté, si vous voulez comparer les banques et les courtiers au niveau des frais, que ce soit un compte titre ou un PEA, je vous laisse le comparateur que j'ai développé. Ça vous permettra de comparer tous les acteurs qui sont disponibles en France. Un autre point important qu'on oublie souvent de mentionner, en fait, on veut acheter des ETF, mais sur quelle enveloppe on va les acheter? Parce que comme vous savez, on peut acheter sur un PEA, on peut acheter sur une assurance vie, on peut acheter sur un compte titre. Chaque enveloppe a ses avantages et ses inconvénients. En effet, on va avoir deux enveloppes qui sont avantageuses sur le long terme grâce à une fiscalité avantageuse. Donc d'un côté, on va avoir le PEA qui vous permet d'investir sur les ETF et les actions domiciliées en Europe. Vous avez un plafond à hauteur de 150 000 € et au bout de 5 ans, vous avez des avantages fiscaux assez sympas puisque vous ne payez plus qu'une partie de la flat tax, vous ne payez plus que les prélèvements sociaux. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous investissez plus ou moins long terme. Et la deuxième enveloppe avec des avantages fiscaux, ça va être l'assurance vie. Donc là, au lieu d'attendre 5 ans, il va falloir attendre 8 ans pour débloquer ces avantages fiscaux. Mais par contre, pas de plafond, donc vous pouvez mettre autant d'argent que vous le souhaitez, et aussi il va avoir un gros avantage si vous commencez à penser héritage et succession. À noter que comparé à un PEA, vu que vous allez passer par un assureur, vous allez avoir des frais de gestion en plus, potentiellement d'autres frais qui vont se rajouter à ça, donc ça peut être moins avantageux si vous investissez des petites sommes, mais encore une fois, si vous investissez long terme, ça peut être très intéressant. Et de l'autre côté, sans avantages fiscaux, mais qui permet d'investir sur tout et n'importe quoi, le compte titre, l'idée c'est que c'est la seule enveloppe qui vous permettra d'investir sur tous les ETF
et actions disponibles dans le monde entier. Donc pas de plateforme de dépôt, mais par contre, on va avoir les plus-values et les dividendes qui vont être taxés à hauteur de 30% tous les ans. Pour résumer, quelle enveloppe choisir pour investir en ETF? Pour moi, si vous commencez à investir en bourse, le PEA sera sûrement la meilleure solution. Il vous permet d'investir sur énormément d'actions en Europe et sur beaucoup d'ETF dans le monde entier, parce que grâce aux ETF synthétiques, on peut investir même dans le monde entier, notamment aux États-Unis. D'un autre côté, si vous voulez investir long terme et que vous pensez héritage, succession, l'assurance vie sera peut-être la meilleure solution pour vous. Par contre, si vous voulez investir de manière plus flexible, c'est-à-dire retirer de l'argent, potentiellement avoir un revenu passif avec les dividendes, et surtout vous voulez investir dans le monde entier, alors le compte titre est fait pour vous. En résumé, chaque enveloppe a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de meilleure enveloppe. La meilleure, c'est en fonction de votre profil d'investisseur, votre perspective en termes temporels et sur quel actif vous voulez investir. Maintenant que vous comprenez toutes les subtilités des ETF, vous rencontrez peut-être encore un problème à déchiffrer le nom, parce que la première fois qu'on voit un nom d'ETF, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, une fois qu'on sait déchiffrer le nom d'un ETF, vous vous rendez compte qu'il y a juste toutes les informations dont vous avez besoin dans ce nom. Prenons deux ETF assez populaires, un MSCI World de iShares, un ETF SP500 de BNP Paribas, et décortiquons les noms. Commençons par le premier ETF, cet ETF MSCI World iShares. Donc iShares, ça veut dire quoi? En fait, c'est une filiale de BlackRock qui en fait va juste être la société qui émet l'ETF. Juste après, on va avoir MSCI World, donc ça va être l'indice qui est répliqué par l'ETF. Juste après, on va avoir Swap. Donc Swap, ça revient à ce qu'on avait dit sur la méthode de réplication. On est en Swap, donc on va avoir une réplication dite synthétique. Juste après, on va avoir PEA pour signifier que cet ETF est éligible au PEA. Et là, tout fait sens. Ok, on va un ETF éligible au PEA. C'est pour ça qu'on a besoin d'un contrat swap, donc un ETF synthétique, parce qu'on investit dans le monde entier via le MSCI World. Ensuite, on va avoir UCITS ETF. Donc ça va être quelque chose que vous allez retrouver dans pas mal de noms d'ETF. C'est juste une norme européenne qui justifie en fait que l'ETF est diversifié, qu'il y a de la liquidité. En gros, ça protège juste les investisseurs. Juste après, on va avoir le terme euro, donc qui vous dit que l'ETF est géré en euros, donc ça veut dire si on utilise l'euro, on n'aura pas de frais de change. Et pour finir, on va avoir AC qui correspond à accumulative, donc la méthode de distribution des dividendes. Ça veut dire que dès qu'on va recevoir un dividende d'une des actions des entreprises composant l'ETF, l'ETF va tout simplement réinvestir automatiquement ce dividende. Passons maintenant au SP500 de BNP Paribas. Donc là, ça va être très rapide puisqu'on connaît déjà. Donc BNP Paribas Easy, ça correspond à la gamme de produits de BNP Paribas qui distribue les ETF. S&P 500, ça va être l'indice suivi par l'ETF de BNP Paribas. UCITS ETF, toujours cette norme européenne qui garantit la protection pour les investisseurs. Et pour finir, le D entre parenthèses, ça correspond à comment gérer les dividendes. Donc ici, on a un D, ça veut dire que l'ETF est distributif. Les dividendes ne seront pas réinvestis automatiquement sur l'ETF, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, ou si vous voulez, vous pouvez les réinvestir également. Rien qu'en décodant le nom de l'ETF, vous pouvez avoir quasiment toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si l'ETF correspond à ce que vous voulez acheter, mais cependant, ça peut être très dur de trouver l'information précise en termes de frais, etc. parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ETF qui ont des noms très similaires, donc les moteurs de recherche sont un peu perdus. Et du coup, pour être sûr d'avoir la fiche produit détaillée du bon ETF, de celui que vous voulez acheter, vous allez pouvoir utiliser le code ISIN qui va être un identifiant unique pour identifier votre ETF. Ce code ISIN, il va se trouver très facilement sur le site de n'importe quelle banque et broker, et l'idée c'est qu'à partir de ce code ISIN, vous pouvez aller sur des sites tierces comme Just ETF, Extra ETF, qui vont vous permettre d'avoir une fiche produit très détaillée de l'ETF. Utilisez vraiment ce code ISIN pour éviter toute confusion, parce que je me suis déjà fait avoir, il y a deux noms qui sont exactement les mêmes, mais on se rend pas compte qu'en fait on n'a pas euro, on a US dollar. Du coup en fait l'ETF est en dollars, donc on va avoir des frais de change, etc. Et en fait ça casse nos calculs. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour commencer à investir en ETF. Mais maintenant l'important ça va être de savoir où investir en ETF, donc choisir la bonne enveloppe, celle qui est adaptée à votre profil d'investisseur. Pour ça je vous laisse cette vidéo où je vais comparer PEA, CTO et assurance vie pour l'investissement en ETF. Et d'un autre côté, l'important c'est d'avoir le bon courtier, la bonne banque qui vous donne accès aux produits que vous voulez avec des frais relativement bas pour être sûr de ne pas casser vos intérêts composés. Et pour avoir un comparatif complet de tous les courtiers, je vous laisse savoir cette vidéo.